L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV, avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swisski depuis 2005. Salut à tous, l'après-ski une nouvelle fois en vadrouille. On est à Zinal, c'est semaine de Coupe d'Europe sur les hauteurs à Nivard et on est avec l'une des protagonistes, Amélie Klopfenstein, qui participe aux 2 géants féminins. Salut Amélie. Hello. Et on est avec le plus français des Valaisans, le plus valaisan des Français, celui que l'on surnomme également Duncan, Laurent Donato, le responsable NLZ à Brigue. Salut Laurent. Salut tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir. On va parler évidemment de Coupe d'Europe. Un peu de gens savent ce qui se passe véritablement dans l'antichambre de l'élite. C'est très peu médiatisé. Mais avant toute chose, on va faire le débrief des courses de Coupe du Monde. Le Cirque Blanc faisait escale à Copper Mountain aux États-Unis le week-end dernier. On va au nord aux dames avec Camille Rast qui a retrouvé de la verve en géant, 5e, son 2e meilleur résultat en carrière. Cela s'est un peu moins bien passé dimanche en slalom, que 10e entre guillemets. Laurent, elle a toujours mal à la hanche, Camille, mais elle réalise des résultats probants. On l'a vu encore le week-end dernier à Gurgel. Tu es étonné que malgré ses pépins physiques, elle soit quand même devant ? Non, pas trop, parce que maintenant elle a quand même toutes ses qualités et puis une certaine confiance. Et je pense que malgré la douleur, elle sait où elle est. C'est sûr que c'est une petite gêne encore psychologique, mais je crois que le ski qu'elle montre, elle est capable vraiment de faire de très bonnes parties. Hier, elle se loupe un petit peu sur le slalom, mais franchement, elle est là et elle va continuer dans ce sens-là, j'ai pas de doute. Amélie, tu t'entraînes l'été avec elle, hein. Tu fais partie du même groupe d'entraînement physique sous la houlette de Florian Lorimier. Tu l'as également côtoyé sur le circuit de la Coupe du Monde à Lévis, à Gurgel. Est-ce qu'elle t'impressionne ? Non, c'est clair il y a encore un peu sa hanche. Après, justement, je pense, comme le dit Laurent, quand on est en course, on fait un peu un blackout de tout. Donc, au final, la douleur, on la ressent pas forcément. J'ai l'impression, enfin, en tout cas pour moi. Donc, je pense que c'est aussi avec ça qu'elle arrive à montrer aussi d'autant beaux résultats. Et c'est cool de pouvoir s'entraîner en condi et puis de voir qu'elle est toute devant en Coupe du Monde. Et pour moi, c'est clair, ça reste plutôt une amie plutôt que vraiment une athlète que je vois à la télé. Pour être complet, Wendy Holdener a terminé 4e au pied du podium une nouvelle fois de ce slalom de Copper Mountain, qui a été remporté naturellement par l'inévitable Mikaela Shiffrin. 3/3. Laurent, est-ce qu'elle peut remporter les 10 slaloms au programme cette saison ? Oui, sincèrement, je crois que oui, c'est possible. Maintenant, j'ai envie de dire non, parce que j'espère que nos Suissesses vont arriver à prendre 1 ou 2 victoires, et notamment les plus importantes. Mais c'est vrai qu'elle démontre qu'elle a vraiment une qualité incroyable. La partie haute hier sur Copper Mountain, elle fait une différence énorme avec les autres, ça c'est clair. La mauvaise nouvelle de la semaine, c'est la confirmation de la blessure de Lara Gut-Berami, rupture du ligament croisé antérieur, rupture du ligament interne et lésion du ménisque gauche. Laurent, penses-tu qu'elle est capable de faire machine arrière ? Elle avait annoncé la fin de sa carrière. Est-ce qu'elle pourrait revenir sur sa décision ? J'ai envie d'y croire. Voilà, parce que je pense qu'elle s'était fixé des objectifs de réussite avec les Jeux Olympiques très hauts. On sait qu'en 2027, on a Crans-Montana. Est-ce que ça peut être une échéance importante et se dire qu'on met à plus tard à N+1 sa retraite ? Je le souhaite en tout cas, et comme elle l'a dit, l'important c'est qu'elle récupère vraiment et qu'elle retrouve la plénitude de ses moyens. Ouais. Amélie, tu as connu une blessure similaire, on y reviendra un peu plus tard. On va revenir aux courses de Copper Mountain. Marco Dormat qui s'est imposé lors du Super G. Il était malade, mais il a quand même fait la différence. Preuve en est qu'il est quand même au-dessus du lot. Non, c'est sûr que parfois on se demande comment il fait. Après, justement, certains qu'on dit il est quand même humain quand on voit au géant, donc c'est clair. Mais il a quand même de temps en temps. Ouais. En même temps, il a le droit d'un côté parce qu'on attend tellement de lui, je trouve parfois. Et tout le monde fait des erreurs et lui aussi au final. Mais c'est clair qu'il a quand même, je pense, un truc en plus qui est difficile à expliquer en fait. Par contre, il y a un athlète qui ne trouve pas de solution, c'est Loïc Meillard, qui est hors des points en Super G, qui a terminé 18e seulement du géant. Laurent, quel est le problème ?
C'est difficile de savoir, mais bon, je pense que, bien entendu, il devait penser être beaucoup plus rapide en début de saison, aller jouer les top places. Il n'est pas bien parti. Maintenant, on sait que ça peut tourner rapidement. Forcément, ça doit cogiter un petit peu. Et on sait quand même que les autres saisons, il n'a jamais été ultra rapide en début de saison. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu pareil. Sauf que là, l'attente est beaucoup plus grande avec son titre de champion du monde et une volonté aussi de jouer peut-être le gros globe. Il faut lui laisser quelques courses. Je reste persuadé que ça va repartir, sans autre. C'était des très belles courses que l'on a vécues à Copper Mountain. Cela faisait un quart de siècle que la station du Colorado n'avait plus accueilli de compétition de Coupe du Monde. Un choix pas anodin de la part de la FIS qui cherche des sites en Amérique du Nord. Reportage de notre compère de Ski Actu, Laurent Morel, sur place. Copper, je pense que c'est un centre d'entraînement incroyable au mois de novembre. Toutes les nations se retrouvent un peu. C'est là où tout le monde monte un petit peu dans les tours. Aussi, tout le monde regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres équipes. Après, cette année, on a une course et du coup, ça change pas mal de choses. C'est le seul endroit où il y a vraiment une piste de descente qui est normalement sécurisée et tout, avec des filets A de haut en bas. Vraiment, on peut faire d'entraînement de qualité. Malheureusement, cette année, c'est pas vraiment le cas. Parce qu'avec le manque de neige, ils n'ont pas réussi à préparer en fait les pistes. Et du coup, ils ont concentré vraiment sur la piste de course. Et du coup, pour nous, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas pu avoir les qualités d'entraînement qu'on avait eues l'année dernière, par exemple. Donc, oui, c'est super d'avoir des Coupes du Monde ici à Copper, mais d'un autre côté, ça nous bloque un petit peu sur les qualités d'entraînement. Et c'est vrai que cette année, on a pu s'entraîner que sur la partie haute, sur 20 secondes de plat. Et c'est vrai que on sent que les kilomètres nous manquent, mais c'était pour tout le monde pareil, on était tous à la même enseigne. Donc voilà, c'est un peu la conséquence de faire une Coupe du Monde ici. Ils ont dû préparer la piste et on n'a pas pu s'entraîner. Et c'est vrai que pour les prochaines années, s'il y aura toujours des compétitions ici, il va falloir peut-être réfléchir autrement au niveau du programme. À la fin de la préparation, il y a toutes les nations qui viennent, ou quasiment toutes. Donc il y a tout le monde qui est un peu stressé, qui regarde tout le monde, qui regarde qui skie bien, qui skie pas bien. Nous on essaie toujours d'arriver assez près ici pour plus avoir besoin de faire grand chose parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme conditions. Puis on a vu cette année, c'était pas exceptionnel, donc c'était bien d'être prêt avant de venir ici. Je pense que c'est assez intelligent de la part de la FIS. Nous, on venait de toute façon là pour l'entraînement, donc autant faire une course, lancer la saison avant Biver, et du coup, je pense que c'est très positif. Ouais. First of all, we are happy to be here. This is actually the weekend, Thanksgiving weekend. Normally in the past, as you know, we were in Canada, in Lake Louise. Unfortunately, at the moment, this is not an option to race there. But of course, we are working, trying to do the winter start of the speed events in Lake Louise again in the future. But at the moment we are here. I think this is a great solution. First of all, because all the teams are here anyway for training. So from a logistical point of view, it's perfect. C'est sympa le Colorado, on vous conseille, destination de vacances, c'est des très jolies pistes. Amélie, il y avait peut-être un petit pincement au cœur de ne pas y être, sachant que tu as fait les 2 premiers slaloms de la saison en Coupe du Monde. Oui et non, c'était justement de base, c'était d'abord Lévis en début de saison. Lévis au final, peut-être on en reparlera plus tard, mais il y a eu du positif, mais on va dire la finalité était quand même pas top étant donné que j'ai juste loupé la qualif. Et ensuite j'ai pu faire Gourgol, donc d'un côté c'était un peu déçu, mais je pense chaque chose en son temps aussi. Justement, le focus de cette saison, c'était surtout la Coupe d'Europe quand même pour moi en slalom. Donc, je pense que ça sert à rien non plus de brûler les étapes. Et puis, je pense faire des Coupes du Monde, le but c'est aussi quand même d'être capable de prendre les top 30 et puis de faire plusieurs Coupes du Monde où on prend jamais les top 30. C'est pas non plus idéal aussi dans la tête, je pense. Le but c'est quand même aussi de pouvoir faire 2 manches à chaque fois. Justement, tu participes à ces courses de Coupe d'Europe ici à Zinal en géant. Comment tu vis le fait d'être un peu ballotté entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe ? Je pense que c'est souvent un programme qui est assez compliqué. C'est vrai que quand on veut tout faire, c'est un peu le problème. Parfois, il faut se décider à... même moi, je sais que là, c'est en début de saison. C'est à Zinal, on a aussi un peu plus de place quand c'est en Suisse. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire ces géants. Mais après, pour la suite de la saison, ce sera clairement priorité slalom, Coupe d'Europe. Et puis, si ça va bien, faire des Coupes du Monde en slalom.
Laurent, comment tu vois la chose pour un jeune athlète? Est-ce que c'est mieux de pouvoir confirmer son potentiel en Coupe d'Europe ou de faire ses armes en Coupe du Monde, d'acquérir de l'expérience? Je crois qu'il faut déjà regarder la disparité de discipline. Je pense qu'en vitesse notamment, c'est important dès qu'on peut d'aller voir les pistes de vitesse au niveau Coupe du Monde. Il y a un apprentissage qui est beaucoup plus long que les pistes techniques. Donc quand on a les moyens et quand on a des places, il faut les mettre. Alors là, en l'occurrence, en Suisse, on n'a pas beaucoup de places parce qu'on a vraiment une équipe top. Mais c'est bien pour la vitesse. Et en slalom et en géant, quand il y a une possibilité, je crois qu'il faut y aller parce qu'on prend aussi de l'expérience. Maintenant, de rester en Europe plutôt que d'aller faire 2 courses là-bas aux États-Unis, je pense que c'est aussi tactiquement bien joué parce que y a déjà des gros points à prendre sur les Coupes d'Europe de début de saison. Et puis, c'est important de suivre ce circuit. Ça donne quand même pas mal de fatigue de partir outre-Atlantique. Donc, je pense que c'était tactiquement bien joué. Surtout qu'avec un seul slalom au programme. Oui, c'était aussi. Je pense que c'était peut-être un endroit plus proche, mais justement, ils n'ont pas rempli le quota. C'était un endroit plus proche. Peut-être qu'il y aurait eu plus de gens qui seraient partis. Mais c'est clair que prendre l'avion, c'est pas anodin, comme nous dit Laurent. Enfin, ça prend quand même de la fatigue aussi. Comment on se reprogramme, on reprogramme son cerveau? On vient d'un environnement ultra exigeant sur la Coupe du Monde et on arrive ici à Zinal, il y a peu de médiatisation, il y a personne au bas de la piste. Comment on arrive à se remettre dans sa bulle? Ça, au final, j'ai pas l'impression que ce soit trop un souci au final. C'est clair, il y a moins de monde sur les Coupes d'Europe, il n'y a pas beaucoup de gens autour de la piste. Mais au final, on est quand même avec l'équipe, quand on est à l'hôtel, etc. On va faire la vidéo. On va dire l'entraînement et le ski, ça reste la même chose quand même. C'est des pistes, on a les mêmes skis, on part au départ et puis on essaie d'arriver en bas le plus vite possible, quoi. Tu parles des pistes, Laurent, il y a une différence quand même, comme on trace en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe, ou comment on prépare les pistes par exemple avec l'injection de l'eau? Disons qu'en termes de préparation, on est de plus en plus sur des Coupes d'Europe qui sont injectées, comme le cas ici. Peut-être que c'est un peu plus extrême en Coupe du Monde, mais je crois qu'on commence à se rendre compte qu'il faut peut-être revenir un petit peu en arrière et pas non plus avoir des conditions extrêmes qui facilitent pas le ski, puis visuellement qui sont pas très belles à regarder. Mais grosso modo, c'est tracé un petit peu plus compliqué en général en Coupe du Monde, notamment en épreuve technique où c'est un peu plus piégeux. On peut voir que là, sur les premières Coupes d'Europe, c'était pas très piégeux, c'était plutôt dans l'axe et très rapide. Donc un peu plus compliqué sur les Coupes du Monde que les Coupes d'Europe. Ouais. Amélie, ce n'est pas frustrant de courir un peu dans l'anonymat ici? Non, au final, je crois qu'au final, on a quand même l'habitude. Ça fait depuis quand même quelques années que je fais du ski. Les Coupes d'Europe, je commence à connaître maintenant. Et puis, c'est clair que, on va dire, la Coupe du Monde, il y a beaucoup plus d'enthousiasme, etc. Donc, c'est un peu plus cool dans un sens, tout ce qu'il y a autour. Mais après, moi, je connais la Coupe d'Europe, je sais comment ça fonctionne, donc je m'y fais aussi. Une question pour les deux, est-ce qu'on pourrait rendre cette Coupe d'Europe plus attractive d'une certaine manière? Oui, j'espère en soi, parce que c'est parfois justement, je trouve un peu dommage le saut en fait. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière la Coupe du Monde. Parfois, les gens ils voient que la Coupe du Monde et puis ils se disent c'est quoi derrière en fait. On voit pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, je trouverais bien d'un côté, parce qu'il y a quand même des athlètes qui font souvent le pas entre Coupe d'Europe et Coupe du Monde, qui sont un peu dans les deux. Donc, ce serait bien peut-être plus de vidéos, etc. Pour amener un peu plus de monde. Tu le vois aussi ainsi, plus de médiatisation? Oui, plus de médiatisation, c'est évident. D'une part, déjà les télés. Après, bien entendu, s'il y avait un peu plus de sponsors aussi. Et puis, il faut quand même savoir, et je crois que Patrice Morisot l'a assez dit et redit, en termes de prize money, c'est quand même ridicule en Coupe d'Europe par rapport à ce qu'on peut avoir en Coupe du Monde. Et il faudrait qu'on arrive à ce que la FIS soit un peu plus soutenante encore là-dessus, de manière à ce qu'on ait un peu plus de prize money pour ces athlètes. Et puis, bien entendu, on ne se rend pas compte, mais la Coupe d'Europe, c'est quand même un sacré niveau aussi. Il ne faut pas rêver. Les athlètes qui vont vite en Coupe d'Europe sont jamais très loin derrière d'arriver à attraper les 30 en Coupe du Monde. Les meilleurs en Coupe d'Europe arrivent à prendre les places. Donc, c'est une antichambre qui n'est pas du tout médiatisée, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a du niveau. Donc, il faut arriver à la soutenir. Tu parlais du prize money. Financièrement, est-ce que c'est difficile à joindre les deux bouts, même si on fait partie des cadres B, des 4C de Swiss Ski? Ouais. Justement, c'est clair que je trouve quand on est en Coupe d'Europe, on n'a pas beaucoup de... Enfin, pour les sponsors, au final, on n'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas beaucoup d'images. Donc, c'est beaucoup plus facile de trouver des sponsors une fois qu'on est en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Europe. Donc, c'est presque un peu dommage parce qu'au final, on prépare la Coupe du Monde quand on est jeune quand même. Je pense que les bases sont faites... pour soutenir un athlète, je pense que c'est surtout important quand on a 18-19 ans.
Donc ouais, non, parfois c'est, moi j'habite encore à la maison par exemple. Après on est la fédération, on nous soutient pour. En Suisse, je peux dire quand même qu'on est assez bien. Enfin tout ce qui est côté sportif, les camps, etc. On est quand même super bien soutenus. D'un point de vue sportif, on rappelle que les 3 meilleurs athlètes de chaque discipline ont droit à une invitation la saison suivante en Coupe du Monde, mais on pense que ce n'est pas forcément la bonne formule. On parlait de Patrice Morisot avant, qui l'a souvent évoqué sur notre plateau. Pourquoi pas de pouvoir permettre aux 10 premiers d'une course de Coupe d'Europe d'être inscrits en Coupe du Monde directement la semaine qui suit. Est-ce qu'il y a des réflexions qui vont dans ce sens, Laurent ? Alors, au niveau de la FIS, on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent imaginer pour redévelopper ce système, mais c'est vrai que la place fixe, comme tu le dis, est super pour l'athlète. Mais après, c'est aussi pas toujours évident parce qu'on a un petit peu de relâche en se disant, quoi qu'il advienne, je suis sélectionné. Et c'est pas toujours facile derrière pour l'athlète d'aller chercher la limite en termes d'engagement sur les entraînements de tout l'été, l'automne. Et souvent, la place fixe n'aide pas à aller faire une saison en Coupe du Monde derrière. Incroyable. Ouais, je trouve que c'est un peu un cadeau empoisonné, là, en l'occurrence, en effet. Amélie, tu as peut-être une proposition pour mais c'est vrai que ça c'est intéressant parce que moi, j'ai déjà vu beaucoup d'athlètes qui ont eu justement cette place fixe et la saison d'après, c'était pas forcément des très bonnes saisons. Donc je trouve pas forcément que ce soit une super idée. Comme on le dit, parfois on a l'impression qu'on est ok, c'est bon, on est sûr d'avoir notre place, mais au final, parfois peut-être ça, quand on est un peu à la limite, on a peut-être cette envie un peu plus de se donner encore plus à fond parce qu'on se dit ok, maintenant je sais que la prochaine course elle est pas sûre que j'y aille, donc les entraînements sont peut-être d'une manière un peu plus importante en fait. On ressent une certaine pression de la part de Swisski, étant donné qu'il y a énormément d'athlètes présents en Coupe du Monde qui vous disent allez, faut aller chercher ce top 3, sinon tu vas galérer pour avoir ta place autrement. En slalom par exemple, cette année, j'avoue que je suis contente dans un sens parce qu'il y a 2 filles qui ont fait la place fixe l'année passée, donc ce qui fait qu'on a 11 places, donc c'est quand même beaucoup. Je crois que c'est presque le quota maximal. Donc pour moi au final ça m'arrange parce que on a plus de place et puis après il y a plus de place mais il y a aussi du beau monde, donc ça se bat quand même au final aux entraînements. Donc d'un côté c'est bien d'avoir ces places fixes, mais parfois je pense qu'il faut pas trop se focaliser là-dessus si c'est nous-mêmes qu'on l'a. La Coupe d'Europe, c'est aussi l'occasion de permettre à des jeunes de NLZ de faire leurs premières armes, de se frotter au haut niveau. Laurent, comment on coordonne les progressions, les évolutions des athlètes entre les différents groupes ? Il y a 3 groupes NLZ, Mité à l'ouest, ici à Brigue et à l'est. Comment on se coordonne pour donner la chance à ces jeunes en Coupe d'Europe ? Disons qu'en fait, notre référence de sélection, c'est clairement le niveau FIS, le 3e niveau, on va dire, en dessous de la Coupe d'Europe. Et donc, on a eu les FIS la semaine dernière ici à Zinal, qui ont permis, au regard des places qui nous restaient à distribuer, de les donner aux meilleurs en faisant des sélections sur les 2 courses FIS qu'on a eu là. Ceux qui étaient déjà sélectionnés les dernières Coupes d'Europe, qui avaient encore leur place, qui avaient déjà marqué des points, et il y a 7 ou 8 places qui ont été attribuées là par rapport aux résultats. Voilà. C'était une sélection interne. Sélection interne complètement par rapport aux résultats. Ouais. Amélie, tu te souviens de ta première course de Coupe d'Europe ? J'ai un souvenir en tête, je crois que c'était ma première, c'était à Gstad, si mes souvenirs sont bons, en slalom. C'était ta 2e à Gstad. Tu l'as fait en Super G, juste après les JOJ. Ah oui, c'est Super juste, G, en Italie. Ouais. Voilà, oui, tu t'en souviens pas, donc. Ouais, du coup, je m'en souviens pas. Ça t'a pas marqué. Non, et maintenant que j'y repense, ouais, c'est vrai que c'était en Super G. Maintenant, je suis plus du tout dans le Super G. C'est drôle de dire ça, que j'ai commencé plutôt par ça. Ouais, je me rappelle que je crois que j'avais pas forcément fait beaucoup de fautes, mais je m'étais pris, je pense, une bonne valise à l'arrivée. Parfois, c'était un peu ça en vitesse. Enfin, ça dépend. Si c'était technique, ça allait, mais un peu moins technique, de vraiment laisser filer ses skis. Au final, c'est pas. Bon, aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, mais c'est pas encore trop mon truc. C'est ça aussi, quand on débarque sur la Coupe d'Europe, il y a un certain temps d'adaptation également pour pouvoir gagner des dossards, pour pouvoir performer, à baisser les secondes d'écart avec les premiers. C'est pas forcément facile. Ouais, non, c'est clair que comme en Coupe du Monde, au final, on a ces dossards. Parfois, il y a plus ou moins de monde en technique. Il y a quand même souvent pas mal de monde. Et puis, ça dépend un peu toujours de la piste. Donc, moi, je trouve que c'est quand même important parfois d'injecter quand même bien les pistes parce que au final ça permet d'avoir une qualité de piste quand même qui reste bonne jusqu'à la fin. Donc c'est clair, quand on part plus loin, c'est quand même un peu plus difficile. Il faut aussi savoir en fait skier dans ses traces. Ça, je pense, c'est vraiment un apprentissage duquel d'ailleurs j'ai dû pas mal apprendre. Et ouais, c'est clair qu'il faut s'y faire. Enfin, je crois que tout le monde doit passer par là, mais c'est pas toujours facile.
Laurent, tu as vu Amélie, plein d'autres athlètes qui sont passés par le centre NLZ, qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde. C'est qui les prochains noms qui vont confirmer en Coupe d'Europe avant d'arriver sur le circuit? Eh ben, j'ai envie de dire confirmer en Coupe d'Europe Amélie Klopfenstein, qui est ici, bien entendu. On a confiance. Puis après, on a Juliette Fournier, que vous avez déjà vu, je crois, et qui commence à être pas mal, qui a gagné une FIS, et puis qui aujourd'hui marque ses premiers pas en Coupe d'Europe malgré quelques fautes. Voilà. Et puis, chez les garçons, on a des gens qui sont passés chez nous. Je pense à Giuliano Fuchs notamment, qui commence à être vraiment vite, qui est en Coupe d'Europe, et j'espère qu'il va vraiment être solide en Coupe d'Europe maintenant. Voilà. On se réjouit de voir la relève du ski suisse en action le plus vite possible en Coupe du Monde. Allez, on passe une petite page de pub et on se retrouve dans un court instant à Zinal. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. On se retrouve à Zinal, au bas de la piste de Sorbois. C'est le théâtre des courses de Coupe d'Europe cette semaine où Amélie Klopfenstein participe aux Jeux. Amélie, tu as 23 ans maintenant, si je ne m'abuse. Tu as remporté plusieurs médailles aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça date un peu, c'était en 2020 à Lausanne. Maintenant, tu fais tes premières armes en Coupe du Monde. Comment tu analyses ton évolution? Ouais. De haut et de bas, je dirais. Non, je pense que beaucoup de carrières de sportifs sont comme ça. Effectivement, comme tu dis, il y a eu ces JOJ qui ont été encore aujourd'hui, je pense, un point de lequel je suis quand même très fière, qui était vraiment un beau moment et c'était du beau ski quand même. Après, je pense juste après, il y a eu quand même un petit moment un peu de down où c'était pas facile aussi toute cette médiatisation qu'il y a eu après coup. Ensuite, il y a eu une blessure aussi. Et puis, je pense que la blessure, elle m'a pris quand même pas mal de temps aussi à revenir, peut-être dans la tête notamment, à retrouver vraiment cette confiance de vraiment skier, on va dire relâcher, et puis en fait, sans arrêt penser peut-être de cette un peu peur de perte de confiance en fait. Donc voilà, fait de haut et de bas, je dirais. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup appris aussi. Même s'il y a eu des moments pas faciles, je pense qu'on apprend aussi presque plus que des beaux moments. Laurent, toi qui connais Amélie depuis toute jeune, comment tu vois son développement? C'est un peu pareil, elle a explosé au niveau des JOJE, épreuve à laquelle elle devait pratiquement pas participer, et sur un concours de circonstances, elle est partie. Ouais, tu étais remplaçante à la base, et Exactement. tu as profité donc de la blessure de Delphine Darbelay pour y participer. Exactement. C'est ça, donc elle fait ses médailles là-bas, et je pense que ça a été une surmédiatisation très forte d'un coup, donc pas facile derrière à gérer, après la blessure. Mais j'ai bon espoir que maintenant ça reparte, et puis surtout avec ce qu'elle a vécu en termes de surmédiatisation, et quand elle sera en Coupe du Monde, ça va être beaucoup plus facile à gérer. Justement, comment t'as ressenti, quel était ton vécu quand tu vois qu'il y a tous ces médias qui arrivent dessus? C'était en Suisse, c'était à Lausanne, les courses étaient au Diableret, et là il y a tout qui te tombe dessus, t'as à peine 18 ans. Comment tu l'as vécu? Je pense que c'est un peu waouh, tu sais pas trop ce qui t'attend. D'un côté, je pense que ça fait quand même plaisir. Je peux pas dire que c'était mal, parce que c'est quand même cool d'avoir des médias, d'être sur un peu le devant de la scène, on va dire. Mais après, à gérer, c'est pas si simple. Je pense que c'est venu tellement tout d'un coup que tu sais pas trop comment t'y prendre au final. Mais justement, j'avais 17 ans ou 18 ans. Donc c'est quand même jeune. Mais justement, je pense aujourd'hui, je me dis, au final, j'ai beaucoup appris aussi de ça. Donc voilà, je pense que c'est un bon bagage aussi qui m'a permis d'être
prête aujourd'hui en fait. Laurent, c'est quelque chose qu'on travaille avec les jeunes au centre NLZ pour gérer la pression ou tout simplement la gestion médiatique qui pourraient rencontrer plus tard dans leur carrière. Oui, on essaye de mettre quand même certaines choses en place, même au niveau de l'école. On essaye de travailler un peu tout ce qui est face aux médias, communication, ça c'est important. Et puis, ça l'est de plus en plus, on voit bien avec les réseaux sociaux, etc. C'est une manière de communiquer et c'est important de le faire. Ouais. Amélie, quel souvenir tu gardes de ces Jeux Olympiques de la jeunesse ? Non, vraiment un beau souvenir. Je dois dire, au final, c'était assez fou que ce soit en Suisse, à Lausanne, au Diableret, donc quand même assez proche d'où j'habite. Donc ça aurait pas pu être mieux au niveau circonstances. Donc non, franchement, c'est un souvenir, je pense, que je garderai à vie. Ça, c'est sûr. 2 médailles d'or en géant et en super G, et également encore une médaille en slalom, c'est juste ? En combiné. En combiné. Ouais, c'était parfait. On pouvait pas rêver. C'était pas trop mal, effectivement. Mais c'est drôle parce qu'au final, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de slalom, enfin quasiment que du slalom. Et donc voilà, c'est assez étonnant d'avoir peut-être fait plus sur le géant et le super G. Après, c'était un super G assez technique, donc voilà, c'était un super G peut-être un peu différent que ce qu'on a forcément en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. Mais ouais, assez étonnant. Est-ce que tu penses que ces médailles on parlait de cadeaux empoisonnés, c'en était un justement parce qu'on s'est dit, allez, maintenant elle va faire le pas assez rapidement, puis on va la voir rapidement en Coupe du Monde ? Ouais. Je pense aujourd'hui avec du recul, je dirais pas forcément que c'était un cadeau empoisonné parce que au final j'ai quand même eu la chance de vivre ça et puis je pense que c'est des moments qu'il faut vivre et puis c'est beau à vivre quand même. Après, si c'était peut-être les 3 mois après qui ont suivi, je m'étais dit ouais, c'est quand même pas si simple que ça. Mais je pense que maintenant on apprend. Je pense que j'ai 23 ans maintenant, on va dire je vois ça un peu différemment, que au final ça m'a permis d'évoluer sûrement et voilà. Ensuite, il y a eu cette blessure au genou droit, au mondiaux junior de Panorama. Tu l'as traîné pendant quelques temps. T'as mis un moment à te remettre. Ouais, non, clairement. Je pense la saison aussi où je me blesse, c'était pas une saison facile. Du coup, j'étais en Coupe d'Europe de slalom et dans la tête, je dis au final, elle est clairement pas arrivée par hasard, cette blessure, parce que j'étais, je pense déjà, au final, fatiguée vraiment de toute la saison, parce que je prenais des départs en Coupe d'Europe, mais je partais assez loin. Et au final, j'avais ce top 30 en tête qui venait pas forcément. Et puis, donc au final, c'était... elle est arrivée, mais clairement pas par hasard. Et puis, je pense après, c'était aussi de reprendre le ski, aussi tout un travail, je pense, dans la tête, de retrouver un peu cette Coupe d'Europe. Et puis, je pense d'arriver avec un aspect un peu plus positif de ce que j'avais vécu, du coup, avant la blessure. Laurent, avec ton expérience, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as travaillé avec l'équipe de France féminine de vitesse, notamment par le passé. Avec ton bagage, tu peux aider les jeunes lorsqu'ils traversent des grosses blessures très jeunes. Oui, disons qu'avec l'expérience, bien entendu, il faut savoir que ça fait partie d'une carrière. Il y a très peu d'athlètes qui arrivent au haut niveau sans se blesser. Donc on est là pour les soutenir, on est là pour leur dire que par moment il faut prendre du temps, qu'il faut rester calme. On a toujours tendance à vouloir aller trop vite, tout de suite. Il faut savoir récupérer et puis il faut savoir être aussi présent quand ça va pas. Mettre des fois des petits coups de pied parce qu'il faut aussi un peu pour booster. Coup de pied en parlant de manière imagée, mais c'est important de soutenir, c'est évident. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, Amélie, on l'a dit, tu fais vraiment tes premiers pas en Coupe du Monde désormais. Tu étais à Lévis, ça n'est pas passé pour peu, pour quelques centièmes. À Gourgueul, tu as connu l'élimination. Mais tu as dit en plus, alors que tu es proche de la qualification, que tu n'es pas contente de ton ski. Ça veut dire que t'es vraiment pas loin. À Lévis, je dirais pas que j'étais pas contente de mon ski. De mon ski, on va dire, le mur, par exemple, c'était vraiment un bon mur quand même. Non, c'était du bon ski. Là, il faut quand même aussi dire ce qui était bien. Après, sur le plat, clairement, c'était pas top. Donc au final, je dis, il y a du positif à prendre, mais au final, on cherche quand même la qualif toujours, donc un peu mitigé, parce que forcément du bon ski, mais on a toujours envie de prendre la qualif, donc c'était un peu d'un côté décevant, et d'un côté je me suis dit, au moins le ski est quand même là. Les objectifs cette saison pour toi, c'est vraiment la Coupe d'Europe, c'est aller chercher ce fameux top 3 dont on parlait tout à l'heure, ou vraiment continuer à monter en grade en quelque sorte? On va dire le top 3 Coupe d'Europe, justement, c'est pas forcément un truc qui me... cette place fixe, je pense elle vient si on est régulier tout au long de la saison. C'est pas forcément un objectif qui met le plus en tête. Vraiment d'être, on va dire, de jouer devant en Coupe d'Europe, et puis de prendre le plus possible de départ en Coupe du Monde, et
d'essayer de prendre des qualifs. La qualif en Coupe du Monde, la prochaine course, tu sais déjà, c'est déjà planifié? Non, c'est toujours un peu à la dernière, à vrai dire. Quand il faut savoir vivre avec, qu'en fait, tout d'un coup, on peut nous dire 3 jours avant, tu peux y aller, ou bien, non, finalement pas. Donc voilà, on apprend aussi à vivre avec ça. Donc non, je sais pas trop, ça dépendra un peu des premières aussi Coupes d'Europe de slalom. Donc on verra pour la prochaine. Il y a Courchevel dans 3 semaines, c'est où tu avais vécu ta première en Coupe du Monde de slalom la saison dernière, donc ça pourrait être un joli signe. Ouais, au final, il y a la Coupe d'Europe de slalom, là, ce sera à Meijerhofen dans une semaine. Donc ce sera vraiment l'objectif d'essayer de performer, de montrer du bon ski là-bas, et puis ensuite on verra ce que ça donne. Bon, Amélie, on a un peu fouillé tes réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on fait maintenant. Et on a quelques images dont il faudrait que tu nous expliques ce que c'est. Alors, attention. Les JO de Paris. C'était vraiment vraiment, je pense, de l'année passée, du coup, un des plus beaux moments de l'année, je dois dire, puisque j'étais pour 24 heures, donc pas très longtemps, mais j'étais voir l'athlétisme. Et franchement, on va dire l'ambiance qu'il y avait, c'était assez fou. De voir ces athlètes aussi vivre des moments, je pense, on va dire uniques dans leur carrière. C'était vraiment beau. Et non, je veux dire, c'était vraiment ça. Enfin, je pense que les JO, c'est quand même quelque chose de spécial à vivre pour les athlètes. Est-ce qu'on y pense du coup aux Jeux Olympiques pour cet hiver, ou c'est un peu trop tôt? Non, c'est un peu trop tôt là. Non, clairement, on va dire, dans ma carrière, oui, c'est clairement un objectif pour plus tard. Mais là, pour cette année, je pense qu'il y a d'autres choses d'abord à faire, justement, comme j'ai dit, en Coupe d'Europe, prendre des départs en Coupe du Monde, mais pour un peu plus dans le futur. Deuxième image. Ouais, ça c'est une vidéo avec l'équipe, du coup, il y a 1 année ou 2 ans, je sais même plus. On s'amuse quand même un petit peu de temps en temps en équipe. Parfois on a des day off quand on est en course. Parfois on part justement pour 2 semaines, et puis bien sûr on skie pas forcément pendant 2 semaines de suite. Donc parfois on s'amuse, et puis je pense que c'est important aussi un peu de relâcher. Et puis je dis parfois c'est un sport individuel, mais on vit quand même tout le temps en équipe. Et j'ai de la chance d'être dans une bonne équipe. C'est vraiment des filles. Vu de l'extérieur, on a l'impression que vous êtes une chouette équipe, quoi. Il y a une superbe ambiance. Ouais, non, c'est clair. Franchement, je pense que ça nous aide vraiment plutôt à. On a une bonne ambiance d'équipe, mais quand on est en compétition, c'est clair, quand on départ, on est quand même chacun toute seule. Mais je pense que ça nous pousse aussi à être un peu meilleurs, parce que quand on est à l'entraînement, on a un peu quand même cette envie aussi d'être un peu devant, mais je dirais plutôt positivement. Souvent, même notre entraîneur, on dit, on a l'impression que vous êtes plutôt une équipe de garçons que de filles. Donc c'est plutôt positif, généralement. Tout à fait. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas d'image des réseaux sociaux de Laurent Donato, puisque son compte est privé. Désolé, peut-être qu'il l'ouvrira à ses futurs fans prochainement. Peut-être, je suis pas très ouvert. Et Amélie, tu as également ta petite question. Salut Amélie, j'espère que tu vas bien. Alors moi, ma question pour toi ce soir, c'est, selon toi, quelle est la meilleure station pour faire de l'après-ski? C'est drôle que ce soit Delphine qui me la pose, parce qu'on est un bon duo. Enfin, je sais pas dans quel sens. Mais on était en équipe quand même ensemble, et puis maintenant on est bonnes copines, et parfois on se voit quand même à ski. Je dirais Verbier, c'est pas mal. Sinon, en France, Val d'Isère, la Folie Douce, c'est aussi pas mal aussi, je dois dire. Ouais, on avait vu Delphine à l'œuvre à la Folie Douce après les finales de Coupe du Monde. On sait qu'elle est douée à l'après-ski. C'est aussi un endroit où tu performes. Je pense qu'il y a la course d'abord. Ce qu'on fait parfois, c'est qu'on va à Verbier, justement. On a le 30 décembre. On aime bien aller skier la journée, et puis finir à l'après-ski, évidemment. Et ça, c'est cool, parce que souvent il y a un petit peu moins de monde que le 31. Donc c'est un peu notre tradition. Donc voilà. Elle cherche une place fixe. Je suis pas sûre que c'est comme ça que ça marche. Le ski d'abord, l'après-ski ensuite. Et l'après-ski, c'est naturellement tous les mardis soirs sur Rhône TV. Merci d'avoir participé à cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant cela, vous avez la possibilité de remporter des tickets pour assister aux Coupes du Monde à Crans-Montana et à Adelboden, ou encore au Bain de Saillon. Pour cela, il faut répondre à la question suivante. Qui organisera les championnats du monde 2027 de ski alpin? Est-ce que c'est Crans-Montana, est-ce que c'est Vezona, ou est-ce que c'est Nax? Vous pouvez évidemment trouver le QR code qui s'affiche au bas de votre écran. Et on en profite pour féliciter nos premiers gagnants. Il y a Blaise de Chamozon qui gagne 2 entrées pour le Super G Dame de Crans-Montana, Elisa de Oninda, Béatrice de Trois-Torrents et Sandra de Létron qui eux auront la chance d'aller à
Adèle Boden, merci d'avoir participé à cette émission encore une fois. Quel va être un peu le programme ces prochains jours après la Coupe d'Europe ici à Zinal pour toi? Ça va partir assez vite, normalement mercredi déjà sur l'Autriche. Enfin non, on va faire la préparation à Livigno, donc en Italie, et puis ensuite les courses seront en Autriche dimanche prochain, en Salo. Et toi Laurent, tu vas rester toute la semaine ici à Je Zinal? vais rester ici, comme depuis 3 semaines sur Zinal pour les Coupes d'Europe, et ensuite on va essayer de préparer au mieux Arola pour les FIS qui vont se dérouler d'ici une petite dizaine de jours. Voilà, le ski, c'est encore et toujours, ça débute, ne manquez rien sur l'après-ski. Allez, on se quitte et on va vous laisser faire parler vos talents d'artistes. Allez, ciao, bonsoir, à la semaine prochaine. Ciao, merci. Ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Ron TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.